Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on a certes déjà parlé de Formule 1, mais on va parler de Moto Grand Prix avec le débrief de cette première manche de la saison. L'attendue, cette première manche de la saison, le Grand Prix d'Espagne du côté des Jerez de la Frontera en Andalousie. Le circuit le plus au sud en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un circuit qui est beaucoup plus au sud que Jerez de la Frontera. Donc un circuit où il fait très chaud. Il a fait chaud pendant tout le week-end, des températures pistes qui dépassaient parfois les 60 degrés. Autant vous dire qu'au niveau des pneus, c'était vraiment la galère pour Michelin. Mais il faut savoir que la Dorma et Carlos Azpilicueta avait réussi à obtenir un accord depuis très longtemps avec Jerez et il se moquait même de la Formule 1, mais au final c'est la Formule 1 qui a commencé avant eux. Les mesures de distanciation physique qui sont habituelles dans les sports mécaniques depuis, et une course qui a été un week-end qui a été plutôt animé, mais une course qui a été vraiment spectaculaire. Un Marc Marquez qui nous en a fait voir vraiment énormément pendant tout le Grand Prix. On a vu l'étendue, comme ça on n'aura pas de problème de son talent. On a eu un adversaire, un dauphin qui en fait n'en est peut-être pas un. Yamaha, il y a du bon, il y a aussi du moins bon chez Yamaha. Et puis Ducati, Dovizioso, pas si au fond du trou que ça, plutôt performant. Enfin, un résumé de tout ce Grand Prix tout de suite avec le bilan des Bleus. Et bien du côté du bilan des Bleus, Quarta premier. C'est la première victoire de Fabio Quartararo en catégorie Rennes, première victoire d'un Français depuis 99. Régis Laconi, c'était du côté du Grand Prix de Valence sous la pluie. Plus jeune pilote à s'imposer en Grand Prix, en MotoGP, dans la catégorie Rennes. C'est le plus jeune pilote à s'imposer en MotoGP, à 21 ans. On savait que ça allait arriver. C'était de savoir quand. Je pensais que ça serait l'année dernière. Puis, Marquez a été très fort l'année dernière, tout le temps sur le podium. Je crois que son plus mauvais résultat, c'était une 4e place à Marquez, enfin un truc assez incroyable. Et toujours très fort. Fabio, c'était sa première saison. Il avait une moto de l'année d'avant, il faut le rappeler aussi. L'année dernière, il avait une moto 2018, sans fourche carbone. Enfin, il y avait plein de choses qui, au début de saison, ne lui permettaient pas de chercher... la gagne plus que ça sur les premières courses de la saison. Mais là, il a été juste fantastique, Fabio Quartararo. En rythme de course, c'était celui vraiment qui arrivait à être le plus constant. C'était pas forcément le plus rapide sur un tour avec la machine de course, parce que, par exemple, en EL4, je regardais ça, je vais remonter, ça c'était en EL4, voilà, j'ai les résultats. Fabio Quartararo était simplement 10e, c'est-à-dire à 5 dixièmes de Marquez. Il était également pas le plus rapide au warm-up, où il était 7e à 3 dixièmes, quasiment 4. Donc c'était pas le plus rapide sur un seul tour. Par contre, au niveau de la constance des tours, là ça a été phénoménal du côté de Fabio. Le plus à l'aise dès qu'il faisait très chaud, c'est-à-dire dès que la piste dépassait les 55 degrés, ce qu'on a eu en course, c'était vraiment le pilote le plus performant, ça il faut le dire. Beaucoup de pilotes ont été en difficulté, lui n'a jamais été en difficulté dans ces conditions-là. Ça commence dès les EL2 où il fait le meilleur chrono vendredi. Deuxième temps, pardon, à quelques centièmes, quelques millièmes de Franco Morbidelli, son équipier. Mais il a été... fort en qualification, il bat 3 fois le record du tour en qualification, vraiment intouchable lors de cette phase de qualification, que ça soit Viñales, Marquez, il ne pouvait rien faire. On a quand même un Jack Miller qui est 5e à 7 dixièmes et demi de Fabio Quartararo, Valentino Rossi qui est 9e est à 1 seconde en qualification, donc c'est juste phénoménal le temps qu'il a réalisé. Et puis après en course, il a été intouchable. Très vite, il arrive à prendre de l'avance sur Viñales qui avait aussi pris un risque stratégique en termes de pneus. Et puis derrière, il colle 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes.
Et puis là, on sait qu'il aura du mal à être repris. Ensuite, c'était de savoir s'il allait rester sur ses roues, parce qu'on voyait tout le monde en difficulté. Vignales s'est fait des belles frayeurs. Marquez, on reviendra sur la course de Marquez. Mais Johan Mir, par exemple, également en difficulté. Rossi, Lecuona, Alex Espargaro n'ont pas fini la course. Et lui, il a réussi à être bon. Brad Binder aussi, qui a eu des petits problèmes. Lui, il a réussi à être bon, il a réussi à être performant au top, vraiment, Fabio. Et voilà, on savait que ça allait être un futur grand. C'est déjà un grand aujourd'hui, dès sa deuxième saison. C'est assez rare quand même de réussir à être aussi performant si vite. Et puis, c'est vrai, je lisais un article sur France TV Sport qui disait que c'est l'un des rares espoirs français à réussir dans l'élite. On a souvent ce problème-là avec nos jeunes sportifs, nos jeunes tennisman, par exemple, sont bons en junior. Ils n'arrivent pas à être performants foncièrement dans les seniors. C'est également regardé avec Lucas Pouille, qui était meilleur chez les juniors qu'aujourd'hui. Ou Richard Gasquet, ou Gaël Monfils, qui ont été très bons chez les juniors, moins bons chez les seniors. Et d'autres sportifs comme ça qui ont eu du mal à exploser. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, on a eu les jeunes rugbyman, les Ntamak et tout ça qui performent au haut niveau. Vous avez Kylian Mbappé, vous avez même les jeunes cyclistes, Alaphilippe ou d'autres performent aujourd'hui au haut niveau, ce qui n'était pas le cas auparavant, où on avait souvent des bons juniors qui avaient du mal à performer dans l'élite, et souvent ceux qui étaient bons en élite, c'était ceux qui n'avaient pas forcément été très bons juniors. Dans toutes les catégories qu'on avait, et c'est vrai que ça fait depuis quelques temps maintenant qu'on a des jeunes qui performent. D'ailleurs, par exemple, qui performent tôt. Esteban Ocon a performé tôt en Formule 1, par exemple. Pierre Gasly aussi a performé assez tôt. Et Quartararo également. Et puis Quartararo, qui, en parlant de Formule 1, a reçu les félicitations de Lewis Hamilton, qui a également gagné le Grand Prix, qui ont le même sponsor. Quartararo et Hamilton, je rappelle, ils sont sponsorisés tous les deux par Petronas. Mais voilà, bonne course, il a mis un petit peu la tôle à tout le monde, et là mentalement il a marqué les esprits. C'est certes une victoire, mais c'est pas une victoire à un dixième de seconde, c'est une victoire à 4 secondes 6 d'avance. Donc on sait que cette année, dès qu'il va s'envoler, tout le monde va s'inquiéter, et peut-être que certains pilotes vont forcer en termes de pilotage et vont commettre des erreurs. On continue avec Johann Zarco, et j'ai bien dit Johann. Vous allez voir que pendant toute l'année je vais avoir du mal à dire Johann, parfois ça va être du Johann, mais c'est bien Johann Zarco, le pilote français, qui est maintenant chez Avintia sur une Ducati, pour ceux qui n'auront pas suivi l'intersaison, avec un soutien officiel de Ducati chez Avintia. Donc Avintia grossit avec l'arrivée de Johann Zarco. Tout d'abord, moi j'ai trouvé Johann très bien physiquement. Alors, j'avais vu le reportage Restart, que je n'ai pas trouvé si exceptionnel que ça, c'est-à-dire qu'on nous en a on nous l'a mis énormément en avant pendant 2 semaines, pendant qu'on regardait le Grand Prix de fin. Quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, c'est pas dégueu, hein, mais bon, c'est comme le reportage invisible sur les aérostands. Là, je me le suis tapé avant la course de F2. Je me suis dit ouais, c'est bien, c'est pas non plus à se casser le cul par terre. Ou à casser 3 pattes à un canard. Du côté de Zarco, donc, pour revenir à nos moutons, putain, beaucoup de termes animaliers dans cette chronique, dans cette vidéo. Johann Zarco, donc, bonne course, mauvais samedi, et celle-là, très clairement qualifiée, il l'a dit, j'ai sous-estimé le niveau de mes adversaires samedi. Il a raté son samedi très clairement parce qu'il passe pas en Q2 directement, avec un 15e temps simplement à Alex Rins. Il était Andrea Dovizioso. Il était à 5/10 d'Andrea Dovizioso qui était 10e. Et puis il a été peut-être un peu moins bien les matins. C'est-à-dire qu'il était très performant l'après-midi. 8e par exemple vendredi. Mais c'est vrai que son samedi, quand je regarde les EL4, il était bien, 12e en EL4. Après, c'est vrai qu'en qualif, il se rate un peu, 18e simplement sur la grille de départ.
Derrière en plus Tito Rabat, donc ça fait un peu mal, dernier pilote Ducati, donc ça c'était pas top. Par contre après derrière en course il a été fantastique, non, il a été très performant. Il doit encore comprendre cette Ducati parce que c'est que son premier Grand Prix non plus. Aussi, hein, il faut le remettre en perspective, c'est son premier Grand Prix avec une nouvelle moto, une machine qui parfois a été intéressante pour certains, parfois d'autres pilotes ont eu beaucoup de mal. Lui, l'avantage c'est d'être passé avec la KTM qui était très brutale, donc autant dire que la Demodici à côté ça va lui paraître presque les vacances. Mais non, il a très bien roulé. Je regardais, il part 18, mais il finit par exemple devant des bons pilotes. Là, je vais revenir sur le classement. Mais il finit devant Brad Binder qui était parti devant lui, devant Bradley Smith, donc ça c'est bien, devant Tito Rabat aussi. Il colle 5 secondes, plus de 5 secondes à Tito Rabat, presque 10, donc ça c'est bien. Il finit fort parce qu'il finit vraiment, Nakagami souffre sur la fin de course par rapport à lui. Il finit à 5 secondes de Danilo Petrucci. Il finit à 12 secondes de Bagnaia, donc on voit qu'il y a encore une marge de progrès. Mais chez Avintia, on n'a pas l'expérience de Pramac également avec la Ducati, donc même s'ils ont un soutien officiel, faut qu'ils prennent de l'expérience avec cette machine. Donc voilà, vraiment un gros travail de Johann Zarco et un bon week-end de course, et on attend qu'ils reproduisent ça et surtout qu'ils réduisent encore l'écart avec le top 10. Entre 10 et 15 c'est moyen, on va dire. Quand il va rentrer dans le top 10, là ça va être costaud, quand il va passer devant des pilotes comme Nakagami, comme Petrucci, comme les KTM de chez Tech 3 qui ont l'air d'être très performants en passant. Les KTM de chez Tech 3, les KTM ont vraiment pris un gap en performance, et bien là on aura retrouvé le grand Johann Zarco. Et bien on passe tout de suite au pilote top dans cette vidéo. On commence avec Maverick Viñales qui a failli être dans les pilotes négatifs. Heureusement, il s'en est bien sorti parce que il a pris un énorme risque en course de prendre 2 pneus soft. Le soft n'apportait pas énormément d'adhérence supplémentaire quand il faisait très chaud. Surtout, il se détruisait très vite et il surchauffait énormément. Et il s'en est aperçu, Viñales, parce qu'au bout de 3 tours, vous le voyez faire énormément d'écart quand Quartararo le dépasse. Il se rate par exemple au dernier virage, mais également dans les enchaînements rapides. Il était vraiment en difficulté avec l'avant. Ça a croisé plusieurs fois. Il a perdu plusieurs fois l'avant, Viñales. Et là, il a été très performant, Maverick, quand même, sur le Grand Prix. Il a également pris un bon départ, ce que je lui ai tellement reproché de fois l'année dernière sur mes débriefs. Là, cette année, il a enfin pris un bon départ sur cette course, donc c'est bien. On voit qu'il progresse dans ce domaine-là, parce que l'année dernière, il perdait des fois 2, 3, 4 places. Et comme il n'a pas la faculté de Quartararo à remonter, il n'aime pas trop rouler en peloton, Viñales, souvent, il perdait 10 secondes, il se retrouvait à 10 secondes de Marquez, alors qu'il pouvait aller chercher la gagne face à Marquez. Donc c'était toujours un petit peu dommageable. Donc là, il prend un bon départ, il s'élance en tête. Et après, au bout de 2-3 tours, les pneus sont moins performants. Et ensuite, c'était un peu de la survie, mais il finit fort. Parce qu'il était avec Jack Miller. Jack Miller s'écroule, alors que lui ne s'écroule pas. Morbidelli également, à un moment, n'était pas loin de lui. Et Morbidelli finit moins bien que Maverick Viñales. Mais une bonne course de Maverick, il continue comme ça, surtout prendre des bons départs. Il a fait un bon week-end au global parce qu'en qualif il fait deuxième devant Marquez, mais en EL4 il était en EL4 il était deuxième à 1 millième de Marc Marquez. Et roulé peut-être il était plus constant que Marc Marquez, je crois, en EL4. En EL3, voilà, il était pas loin de Marc Marquez. Il a en fait un petit peu suivi à la trace Marc Marquez pendant tout le week-end, et à part en EL2 où il était un peu plus en difficulté avec ses pneus, mais sinon il a réalisé un bon week-end. Faut qu'il continue comme ça, Maverick Viñales, parce que cette année, on reparlera avec la blessure de Marquez et le fait que la saison soit très compressée, il va pas falloir avoir de résultats blancs, encore peut-être même plus qu'en Formule 1, parce qu'on sait vraiment pas comment va se finir la saison. Si ça se finit au Grand Prix de Valence, il y aura très peu de courses au final, et c'est vrai que dès que vous trouvez le rythme, dès que vous trouvez également les bons réglages, parce qu'on va souvent rouler 2 fois sur le même circuit, sur tous les Grands Prix espagnols, on roulera 2 fois sur le même circuit, donc ça va avoir son importance. Et c'est vrai qu'on va rouler donc dans des conditions vraiment chaudes sur certaines pistes.
parce qu'à Barcelone, on roulera également dans des conditions très 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 chaudes. À Misano, à Spielberg, pardon, au Grand Prix d'Autriche, il fera chaud aussi. Donc c'est vraiment des conditions qui vont pas être faciles. La saison va être très courte, très condensée. Donc oui, il faut être performant tout de suite. Et là, il a montré vraiment de très très bonnes choses, Maverick Viñales. On continue avec Andrea Dovizioso. Quand j'ai appris il y a 2 semaines, je vous ai pas fait de vidéo sur Andrea Dovizioso, mais qui s'était pété la clavicule lors de cette fameuse course du championnat d'Italie, un championnat régional de motocross, alors que Ducati au départ voulait pas qu'il y aille, et puis comme il a toujours pas renouvelé son contrat avec Ducati, et que Ducati qui renouvelle son 4A, et surtout qu'il a un salaire à la baisse, eh bien ils lui ont fait un petit peu cette faveur-là, qui se pète la clavicule. Ce jour-là, heureusement, il n'y a pas eu de déplacement, ce qui lui permet de participer à ce Grand Prix. Malgré tout, vous pouvez pas être au top de votre niveau quand il y a encore 3-4 jours, vous pouviez pas trop bouger votre bras. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est quand même une clavicule, c'est quand même quelque chose d'assez important, même si on répare de mieux en mieux les clavicules et on s'aperçoit que les temps de récupération sur les fractures de la clavicule, que ce soit en moto, que ce soit en cyclisme également, sont de plus en plus réduits. Par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Mais Dovizioso, voilà, il était pas au top de sa forme. Sur un circuit dans des conditions de chaleur assez importantes, après on verra la récupération pour lui, mais il a vraiment fait un week-end intéressant, surtout une très bonne course, sur un circuit qui ne lui a jamais vraiment réussi, sur un circuit qui n'a jamais réussi à Ducati, parce que je crois qu'il faut remonter à 2006 pour une victoire de Ducati à Jerez. On sait que la Demodici, c'est une moto qui est assez brutale, qui n'est pas facile en sortie de virage, et surtout en sortie de virage lent, comme s'il y en avait quelques-uns sur ce circuit qui n'aiment pas vraiment les virages à basse vitesse, et il y en a quelques-uns également du côté de Jerez. Donc c'est vraiment peut-être le circuit le plus difficile pour Ducati. Avec Motorland et encore Motorland, vous avez la grande ligne droite aussi, donc ça aide. Et là, il s'en est vraiment très très bien sorti, très très belle course de la part de Dovizioso, qui physiquement n'a pas cédé aussi, ce qui est important de signaler. J'avais peur que physiquement il soit un petit peu en difficulté à un moment, mais il a tenu physiquement, donc ça c'est vraiment une très très belle chose, et vraiment un bon Grand Prix de la part d'Andrea Dovizioso. Pas grand chose d'autre à dire à part qu'il se remette, qu'il récupère bien pour la prochaine course. Et puis on finit avec Paul Espargaro. Paul Espargaro qui a fait un week-end de très grande qualité, avec une 6e place en course à la régulière. Il n'a pas fallu qu'il y ait des conditions particulières. Régulier entre 4 et 6 pendant tout le week-end, Paul Espargaro, il a vraiment très très bien roulé. Il a été très 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 performant. C'est aussi cette belle performance, ce côté pilote au top de Paul Espargaro, c'est aussi à noter avec la belle performance en général des pilotes KTM, que ce soit également Brad Binder qui a eu un problème en course. Je pense qu'il a dû tomber ou faire une petite erreur quand les conditions n'étaient pas simples. Mais pour un débutant, Brad Binder, après, ça ne m'a pas vraiment surpris vu le travail qu'il avait fait avec la Moto 2 et KTM l'année dernière. Un gros travail de mise au point fait par Brad Binder, parce que là où la moto ne marchait pas du tout l'année dernière en début de saison, et à la fin de l'année, elle était vraiment imbattable. Le châssis était vraiment imbattable. Et voilà tout le travail qu'il a effectué. Et puis Miguel Oliveira aussi, qui a montré à Iker Lecuona que c'était lui le patron. Lecuona, à part où il sera en qualification le samedi, sinon derrière, il fait une belle remontée quand même, Iker, avant d'avoir une chute. Mais il était plutôt performant Iker Lecuona. Mais tous les pilotes, je dirais, ont été performants ce week-end. Et ça, c'est une très bonne chose de la part de KTM. Et on attend de voir dans les semaines à venir comment ça va se poursuivre du côté de chez KTM, mais pour 2021, 2022, 2023, pourquoi pas, des prétendants au titre du côté de chez KTM, surtout que l'année prochaine, il y aura Miguel Oliveira aussi dans l'équipe, et vu la performance qu'il nous a fait Miguel Oliveira avec une 8e place chez Tech 3, c'était vraiment très intéressant ce qu'il nous a fait encore le pilote portugais. Les bonnets d'âne de ce Grand Prix, on commence avec Marc Marquez, le champion du monde en titre, week-end à oublier pour Marc Marquez, course à oublier pour Marc Marquez. Enfin, pas tout, tout n'est pas à jeter pour Marc Marquez sur ce Grand Prix. Sur le week-end, il était certes dans le coup, on va dire dans le top 5 à chaque fois, mais obligé d'énormément forcer sur son pilotage, surtout sur le pneu avant. Il a dû à chaque fois vraiment énormément attaquer, je trouve, pour réaliser des temps, toujours à la limite, mais vraiment à l'extrême limite. Alors, on connaît Marc Marquez l'année dernière,
c'était un peu plus facile pour lui que là sur cette première course-là. On a senti qu'à chaque fois, ça se jouait sur le fil du rasoir. Vraiment, c'était pas simple pour lui. En qualif, j'ai envie de dire que ça semblait presque mieux. Parce qu'une 3e place en qualification sur cette piste-là, c'était pas mal. Je rappelle, avec encore un V4, donc pas facile d'utilisation. C'est plus brutal qu'un 4 en ligne qu'utilise Yamaha. Mais ensuite, Marquez, il a une course extrêmement difficile. Vous avez l'erreur déjà au bout de 4-5 tours. Il a l'impression de rouler plus vite que Viñales, donc il décide de dépasser Viñales, sauf qu'il se retrouve avec les mêmes problèmes que Viñales, c'est-à-dire avec des pneus qui surchauffent énormément, et il perd l'avant, il arrive à la ramener, je ne sais pas encore comment, c'est vraiment du Marc Marquez, il n'y a que Marc Marquez qui peut récupérer sa moto dans ces conditions-là, avec un angle de plus de 60 degrés, il récupère la moto avec le coude, enfin c'est... Le crash qu'il arrive à éviter à ce moment-là, c'est juste assez exceptionnel. Ensuite, il attaque, il remonte. Mais le problème, c'est que quand il se retrouve 4e, même sur le podium, là, à ce moment-là, il doit se calmer parce que pour remonter, il a tapé dans les pneus. Ça foncièrement, il a dû forcer un petit peu son pilotage. Et puis on voyait qu'il forçait vraiment quand il dépasse Zarco, quand il dépasse... également Paul Espargaro, il force vraiment, il l'attaque, il cravache. Il y a même, je crois que c'est Oliveira qui le laisse passer parce qu'il voit que sinon il va se le prendre dans le dos. Enfin, c'est vraiment assez extraordinaire cette manière comme ça d'attaquer. Mais à un moment, il en a trop fait. Et il n'a pas réussi à sentir le moment où, paf, ça décroche. Et on sait qu'avec Marquez, comme c'est toujours sur le fil de rasoir, mais quand ça décroche violemment. Parce que vu son pilotage, vu comment il attaque, en plus il essaye toujours de s'accrocher à sa moto. Et là, il n'a pas tenté de s'accrocher à sa moto, mais il a eu un choc extrême, un SI monumental. Et la moto lui est retombée, enfin, lui l'a shooté, en fait, une 2e fois après le premier choc. Et là, il s'est fait extrêmement mal, fracture de l'humérus. Certainement qu'on ne le reverra pas avant le Grand Prix d'Autriche. Ça m'étonnerait qu'on le voit alors c'est sûr, Andalousie ne sera pas là, en sachant qu'Honda a décidé de ne pas faire appel à un pilote remplaçant qui aurait pu être Stefan Bradl, mais vu les performances l'année dernière de Stefan Bradl en remplacement de Jorge Lorenzo, on peut pas dire qu'il nous a émerveillé. Qu'on peut pas utiliser Bautista par exemple qu'en Superbike parce que vous avez beaucoup trop de courses en même temps, mais ils auraient pu utiliser quand même Bautista pour ce Grand Prix d'Andalousie, c'était faisable, mais après ça sera compliqué et il y a des phases de test aussi, donc c'est pas toujours facile. Mais pour l'instant, on ne fait pas appel à un pilote remplaçant. Malgré tout, si en République tchèque, je pense qu'en République tchèque, ils seront obligés. Et puis, Marc Marquez faudra faire attention parce que fracture de l'humérus, c'est des fractures qui ne sont pas toujours faciles à se remettre, contrairement à la clavicule. Et surtout, en moto, c'est des fractures parfois qui peuvent être très, très complexes de ce côté-là. Et puis, continue avec Suzuki. Mauvais week-end pour Suzuki. Suzuki qui était annoncé comme le dauphin, un petit peu la 2e force du plateau, avec un duo de pilotes très homogène, Alex Rins, Johan Mir, de pilotes dont on dit le plus grand bien, des victoires l'année dernière, les seuls qui avaient réussi à être plus performants grâce à leur machine que Marc Marquez, des très bonnes courses. On se souvient par exemple du Grand Prix à Silverstone avec cette arrivée vraiment bord à bord entre Marc Marquez et Alex Rins. Et bien là, ça a été un week-end compliqué avec la chute en qualification d'Alex Rins dans des conditions encore une fois difficiles, mais pas de peau, il se fait mal. Il va tenter de revenir pour le Grand Prix d'Andalousie, mais ça me semble compliqué vu la blessure et vu le temps, surtout entre les deux courses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit prêt là dans 2-3 jours, donc ça va être très complexe. Surtout que les médecins du centre médical étaient très pessimistes quant à son retour. Alors on pense que du côté de chez Suzuki, Guintoli va faire son petit baluchon et va partir un petit peu en catastrophe vers l'Andalousie. Après, ça serait pas une mauvaise chose parce que Guintoli reste quand même un très très bon pilote d'essai et c'est peut-être même le plus performant des pilotes d'essai avec Jorge Lorenzo. Mais du côté de Suzuki, en performance pure, ils étaient quand même en retrait, je trouve, alors que c'est un circuit qui, avec le fait que les conditions soient difficiles, les qualités du châssis auraient dû s'exprimer un peu mieux, et pourtant ils ont été en difficulté, jamais vraiment à l'aise avec leur machine. Du côté de chez Suzuki, même si ça avait l'air de pas trop bouger, et puis au final, 0 pointé, que ça soit au classement pilote, constructeur
par équipe, 0 pointu du côté de Suzuki. C'est un peu dommageable parce qu'on se dit, bah, s'ils avaient une équipe satellite, ça aurait pu leur sauver la main dans ce genre de situation, parce qu'ils auraient quand même marqué des points en classement constructeur, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est bien dommageable de la part de Suzuki, qui se retrouve donc loin dans tous ces classements et qui devra faire beaucoup mieux lors de la prochaine course, ce qui va pas être facile. Et Johan Mir va peut-être se retrouver leader malgré lui. C'est un pilote qui est encore très jeune, qui a peu d'expérience en moto. Bon, vous me direz, Fabio Quartararo aussi, il arrive à gagner. Mais Johan Mir, c'est vrai que on attend de voir encore, parce qu'il a été très bon en Moto 3, en Moto 2. Mais au final, c'est un pilote également qui s'est blessé dans ces catégories-là. Donc il a peu d'expérience, il a fait peu de Grands Prix jusqu'à maintenant avant d'arriver en Moto Grand Prix. Donc on va voir comment ça va se passer pour Johan Mir. Mais Suzuki, pour le moment, c'est pas la joie. Et puis on finit avec Valentino Rossi, rapidement du côté de Valentino Rossi. Course difficile pour la Valentino Rossi, jamais dans le rythme, surtout l'après-midi. Il a été en difficulté à chaque fois. Il s'est engueulé avec les ingénieurs de Michelin, parce que les ingénieurs de Michelin lui ont reproché son style de pilotage. Parce qu'il disait, les ingénieurs de Michelin, que c'était pour ça que Rossi fracassait ses pneus. Alors lui, il a dit que ce n'était pas du tout le cas. Bon, je pense que Michelin est quand même compétent pour savoir comment un pilote se sert de son pneu, mais pourquoi pas avec Rossi. Mais quand ensuite, derrière, tu te plantes lamentablement avec aucun rythme de course, et il s'est planté parce que son pneu était mort en course, bah tu te dis peut-être que Michelin avait raison, et t'as beau avoir 40 ans, 41 ans, des fois, il faut peut-être écouter, faut pas oublier les vieux préceptes qui disent que parfois il faut écouter ses ingénieurs quand on dit que tu fais des conneries. Et là, bah, il a oublié ce précepte un petit peu basique de la moto et même de d'autres catégories dans le sport mécanique. Des fois, il faut écouter ses ingénieurs. Et là, il ne l'a pas assez fait. Puis du côté de Rossi, de toute manière, en net retrait par rapport aux 3 aides pilotes Yamaha, que ça soit Quartararo, Morbidelli et Vignales. Donc c'est vrai qu'on peut se dire du côté de Petronas que pour l'instant le contrat n'a pas encore été signé, parce que Petronas ne veut pas non plus mettre 40 millions d'euros par an juste pour avoir Rossi. Dans ce cas-là, c'est plus intéressant de choper un pilote qui est aujourd'hui en Moto 2 et qui peut être une future star. Donc du côté de Rossi, bah, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment montré quelque chose d'intéressant à nos amis de chez Petronas. Et pour l'instant, tant que le contrat n'est pas signé, c'est un peu comme du côté de Dovizioso, on peut être inquiet parce que tant qu'il n'y a pas eu la finalisation du contrat, c'est quand même pas top pour Rossi, et on ne sait pas si Rossi va poursuivre l'année prochaine. Normalement, c'est fait à 95%, mais on nous dit ça depuis quasiment 2 mois et demi. Et pour l'instant, on ne voit toujours pas le contrat signé. Donc quand les tractations commencent à s'éterniser, c'est rarement bon pour les pilotes qui souvent se font passer devant par quelqu'un de plus jeune. Et même si c'est Rossi, encore une fois, là, Rossi ne nous a pas vraiment montré son potentiel, et ça fait depuis 1 an qu'il fait un petit peu les mêmes types de courses, Rossi, à s'écrouler à partir de la mi-course. Donc on attend mieux du pilote italien, de la légende italienne aujourd'hui. On finit rapidement le classement pilote. Donc vous avez bien compris que c'est Fabio Quartararo qui est en tête du championnat. Du côté du classement par équipe, je ne vais pas vous l'afficher à l'écran, mais c'est juste pour vous dire que le SIC, donc l'équipe Petronas, est en tête avec 36 points devant Ducati à 23 points, Pramac à 22, Yamaha à 20, et le Tech 3 qui a pris 8 points et qui se retrouve troisième team privé du côté de Tech 3, c'est bien. Ils sont devant LCR et Avintia. LCR qui a eu un week-end assez difficile en passant avec Crutchlow qui s'est blessé. Et on va voir s'il va y avoir un pilote remplaçant du côté de chez LCR. Peut-être qu'ils prendront Bradle si Crutchlow peut parvenir. Et puis un Nakagami qui est fiable mais peu rapide. Et c'est un peu ce qu'on lui reproche aujourd'hui chez Honda, qui soit fiable mais peu rapide. C'est un peu dommageable pour le pilote japonais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix d'Andalousie. Il y aura en attendant le débrief MotoGP du Grand Prix d'Andalousie, le débrief Moto 2, Moto 3 et Moto I de ce week-end de course du côté de Jerez, du Grand Prix d'Espagne. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mec Production.